Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du document embedding multilingue. Voilà. Je rappelle l'idée, hein, document embedding, c'est on prend un document textuel et on le transforme en vecteur numérique. Voilà. Et si on a deux documents qui ont la même sémantique, voilà, les vecteurs seront similaires au sens d'une mesure de similarité. Par exemple, très souvent utilisé en NLP, hein, c'est la similarité cosinus. Si deux documents ont une similarité, ont une sémantique extrêmement différente, à ce moment-là, bah, la similarité est très faible. Alors, restituons tout ça pour que tout le monde comprenne bien ce dont je suis en train de parler. Alors, bon, je regarde en détail en ce moment les sentences transformers, hein. C'est une technique qui permet de définir, de produire des documents embedding. Voilà, le site web de référence est là. Vous avez vu, hein, j'ai fait plusieurs vidéos récemment, là, on est bien d'accord là-dessus. Bien. Alors bon, je regarde en détail, voilà, et la plupart des modèles qui sont disponibles, voilà, enfin la plupart enfin, des modèles sont disponibles sur une plateforme bien connue, c'est Hugging Face qui est là. Voilà, on a des modèles, datasets, applications et tout ça, et notamment pour le Natural Language Processing, NLP, Text Mining on disait à mon époque. Donc j'ai regardé tout ça, donc j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, hein, voilà, où j'en parle en détail de comment ça fonctionne, et je montre son utilisation dans le cadre du classement de documents. Jusque-là, ça va. Alors, en farfouillant sur le site, hein, parce que c'est comme ça que je fonctionne, hein, par curiosité, tout simplement, je lis, je regarde, je lis, je regarde, je teste, et tout ça. Je suis tombé sur cet outil-là, ce modèle-là, où l'outil est multilingue. C'est quand même assez fort, ça. L'idée est la suivante, c'est que si vous avez deux documents qui ont la même sémantique, mais écrites dans des langues différentes, bah, la description, le vecteur de description, les deux vecteurs de description seront similaires. Quand on calcule la similarité cosinus entre les deux vecteurs, bon, on aura une similarité élevée. Même si les langues sont écrites dans des langues différentes, même si les documents sont rédigés dans des langues différentes. C'est assez épatant. C'est assez épatant. J'ai fait quelques tests du tout. J'ai vu des démos, hein. De toute manière, je regardais en détail. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé, par exemple, une entreprise, là. Bon, je suis pas là pour faire de la pub aux gens, mais comme ils en parlent de manière assez détaillée, bah, j'ai regardé en détail ce qu'ils ont rédigé là-dessus, hein, voilà, donc ils en parlent ici, comment c'est fait, voilà, très bien, ok, des limitations aussi, et il y a une description qui est pas mal. Hein, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il peut faire, comment il fonctionne, ainsi de suite. Donc je vous enjoins à lire. Je vous enjoins à lire parce que c'est pas mal. C'est vraiment plutôt bien fait, je trouve. Voilà, rien que le sommaire, là, ça vous donne une idée de fonctionnement. Donc je me suis dit, ok, si ça marche aussi bien que ça, bah, je vais essayer de le remettre dans un cadre que moi je connais, qui est la catégorisation de documents, mais multilingue cette fois-ci. C'est ça l'idée. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, le schéma, il est là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un corpus d'apprentissage, donc j'ai un corpus qui est étiqueté, hein, avec une variable Y. Ici, c'est donc on va utiliser, je vais parler du corpus après. J'ai un corpus étiqueté qui est écrit dans d'autres langues que l'anglais. Voilà, donc il y aura du suédois, de l'espagnol, l'allemand, d'autres langues. Voilà, très bien. Du polonais, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai mis des couleurs différentes ici. Vous avez bien vu, hein, j'ai mis des couleurs différentes ici. Donc j'ai un corpus étiqueté, voilà, rédigé dans des langues différentes. Je vais utiliser l'outil, le Multilingual Sentence Transformers, là, pour calculer les embeddings de chaque document. Ensuite, en face de chaque embedding de document, j'ai l'étiquette d'appartenance. Voilà, très bien. À partir de là, ben, je crée un modèle prédictif. Là, j'utilise très classiquement une régression logistique, hein. C'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu de la régression logistique, hein. C'est pour ça que dans la plupart des dernières vidéos que je fais, là, je parle souvent de la régression logistique parce que c'est une méthode très simple. On en maîtrise parfaitement les tenants et aboutissants. Donc, c'est plus là l'enjeu, en fait. On sait très bien comment il va se comporter. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait avant et après. Donc, j'ai fait une régression logistique, voilà. Et une fois que j'ai une régression logistique créée sur des embeddings calculés sur des documents multilingues, sauf l'anglais, j'ai un échantillon test uniquement en anglais. Uniquement en anglais. Ça donne à réfléchir, ça. Et donc, pareil, je vais le parser avec le modèle là, hein, qui calcule les embeddings. Et une fois que je l'ai parsé avec le calcul, voilà, j'ai une matrice de données ici, avec les embeddings calculés sur un corpus en anglais. On est bien d'accord là-dessus, hein? Voilà. Une fois que c'est bon, voilà, bah, j'applique le modèle sur les embeddings et je construis la courbe Rock.
Et figurez-vous que ça apprend. Il y a 20 ans, j'avais travaillé sur le corpus multilingue, on avait des résultats, bon, ça va, quoi. Mais là, j'avoue, donc je sais très bien les écueils qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. Mais quand je vois, là, je me dis, ouais, quand même, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Et même en faisant des comparaisons, parce que je vais faire des comparaisons ici, on va avoir quelque chose qui interpelle. On va avoir des choses qui interpellent, mais bon, je vais pas tout déflorer tout de suite, hein. Voilà. Mais c'est bien ce schéma-là que je vais mettre en œuvre. Ben, on va voir ce qui ça marche en utilisant justement ici, voilà, les sentences transformers multilingues, hein, qui fait du document embedding, hein, qui produit une description vectorielle des documents. Alors, le corpus que je vais utiliser, il est là. Il est là. Je suis allé, je fais quelques recherches sur Internet et je suis tombé sur ce site GitHub là, voilà, avec un article qui est là. Ils montrent ce qu'ils font, voilà. Et les documents, ils sont là. Tu peux les récupérer, donc tout le monde peut les récupérer, hein. C'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré les documents, ensuite j'ai un peu nettoyé, donc il explique comment il fait tout ça. Et l'idée, en fait, c'est des nouvelles où on n'a que les titres, voilà. Et elles sont associées à des catégories. Donc je mets bien la référence, vous avez vu la référence là, très bien. Rendons à César toujours ce qui appartient à César. Voilà, et il y a l'article qu'ils ont créé en 2021. Donc il y a 4 ans, bon, ça reste, voilà, ça reste d'actualité. Voilà. Et je l'ai un peu nettoyé, pré-traité parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Et donc le document, le corpus, il est là. Donc je n'ai gardé que 10 000, hein, parce que les temps de calcul sont pas, voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le pays, voilà, donc on a des nouvelles, hein, et là on a les titres des nouvelles. Eh bien, hein, là c'est les titres des nouvelles, là, de longueur plus ou moins longue, hein. Voilà, très bien, ainsi de suite. Voilà. Et ces nouvelles-là sont rédigées dans des langues différentes, en anglais, en hongrois, polonais, suédois, il y a espagnol aussi, je crois, ainsi de suite, Espagne, voilà, ainsi de suite, voilà, qui sont associées à des thèmes différents. Voilà. Et nous, ce qu'on va essayer de dire, de faire, c'est de prédire le thème écho. Voilà. Donc c'est un corpus que j'ai un peu réduit, hein, à 10 000 observations, parce que j'ai vu que les temps de traitement étaient très longs, et faire une vidéo là-dessus, quand on regarde un calcul qui dure des plombes, c'est pas très cool, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, et on va essayer de prédire, voilà, voilà, la classe d'appartenance sur la base du document, de la description des titres qui sont là, voilà, rédigés dans des langues différentes. Vous voyez très bien, hein, là c'est en anglais, là, bon, je connais à peu près. En hongrois, non, je connais pas, hein, mais bon, voilà. En hongrois également, là en polonais, pareil, exactement, ainsi de suite. Encore une fois, hein, donc ce que je vais faire, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, j'enregistre pas. Ne pas enregistrer. Voilà, ce que je vais faire, c'est bien cette démarche-là. J'ai un ensemble de corpus ici. J'ai un corpus de documents qui est écrit dans des langues différentes, mais qui sont étiquetés. Je vais créer les embeddings en utilisant les sentences transformers multilingues. Je vais créer un modèle et je vais l'appliquer sur un corpus uniquement, rédigé uniquement en anglais. Et on va voir si ça marche et on va voir que ça marche. Bien. Alors, très rapidement, sur les sentences Transformers, hein, rappelez-vous, hein, donc je l'ai fait dans la vidéo précédente, j'en ai parlé ici, hein, j'en ai parlé dans cette vidéo aussi, donc voilà, j'ai chargé un modèle sur Hugging Face. Hugging Face, il est là, on est d'accord, hein, voilà, très bien. Hugging Face, vous connaissez tous, voilà, et c'est bien ce modèle-là que j'ai chargé, très bien, et pour ça, j'ai créé un environnement, hein, voilà. Il y avait deux choses qui sont importantes, il fallait mettre les sentences Transformers, voilà, c'est ce qu'on voit ici, hein. Voilà, c'est le principal installation. Ensuite, il installe toutes les dépendances. Voilà, notamment, par exemple, on voit scikit-learn qui est installé, PyTorch également. Et j'ai rajouté deux éléments supplémentaires. C'est OpenPXL pour lire les fichiers Excel et Matplotlib pour faire les graphiques. Voilà, il est là, Matplotlib. Voilà, je l'avais rajouté également parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas par défaut. Voilà. Le dernier élément, donc, je vais montrer ici. Voilà, ça, c'est mon notebook. Alors, je ne suis pas sous VS Code. Pourquoi? Parce que VS Code plante beaucoup avec les sentences transformers. Plante de manière aléatoire. Ça, c'est juste impossible. Ça, je peux pas fonctionner avec ça, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé tomber cette histoire, hein. Donc, je travaille de manière très classique avec Jupyter Notebook. Voilà. Bon. Et l'environnement, c'est bien l'environnement que je viens de montrer ici. Vous avez vu, hein, le STEnv, là, il est là, hein, STEnv, c'est bien là l'environnement. Voilà, c'est bien l'environnement que j'utilise ici.
De toute manière, à la fin, je crée un fichier YAML et je le mets sur le site des tutoriels. Comme ça, vous avez la possibilité de récupérer le notebook, la sortie HTML et le fichier de configuration YAML qui permet de créer l'environnement. J'utilise plutôt Conda, hein. Je suis plutôt à l'aise avec Conda. Peut-être que je vais passer sur Mamba parce qu'apparemment il est plus performant, plus puissant. Mais bon, il faut que tout le monde sache utiliser aussi, hein. Il faut l'installer déjà pour pouvoir l'utiliser. Bon, ça fait une tâche supplémentaire. C'est pas tout le monde qui a pétant à ça. Bien, première chose à faire. Donc du coup, bah, zoom, voilà. Je vérifie le numéro de version que j'utilise. Donc, c'est la 5.1.2 de Sentence Transformers, hein, qui est dans mon environnement. Ensuite, je charge le modèle en ligne. Donc, contrôle entrée, là, vous avez vu, hein, donc j'importe l'outil et avec l'outil de Sentence Transformer, la classe, voilà, j'ai récupéré le modèle. Voilà. Alors généralement, il va le chercher sur Hugging Face et il fait une copie locale. Hein. Donc moi, là, ça va être rapide, hein. Voilà, relativement rapide, parce il est assez lourd à charger quand même, hein. Voilà, mais c'est bien il fait bien une copie locale, hein. La première fois que vous le faites, il va le chercher sur Hugging Face et il l'importe. Et là, ça prend un peu de temps, ça dépend de la qualité de votre connexion Internet, hein. Si on a des Wi-Fi pourris, j'en connais, hein, je ne dirai pas où. Voilà, bah non, c'est pas une bonne idée. Faut mieux utiliser une connexion filaire, hein. Bien. Alors bah du coup, je vais essayer de voir déjà. Est-ce qu'il arrive à coder à créer un embedding d'une phrase classique. Donc là, j'ai pris une phrase en français, hein. Le chat est sur le canapé. Voilà. Et je calcule, je l'encode avec le modèle que j'ai chargé là, hein, le paraphrase multilingual mini L2V2, hein, qui est celui-là en fait, c'est celui-là que j'ai utilisé, hein, qui est multilangage, hein. Il y a 50 langues gérées. Vous avez bien vu, hein, qui sont là. Bien. Il y en a pas mal, là, hein. Bon, il n'y a pas le malgache. Ça viendra un jour. Voilà. Très bien. Et donc, voilà, et je l'encode et je calcule la dimension. Et on voit bien, c'est 384. C'est bien ce qui est écrit ici, hein. 384 dimensionnel dans ce vecteur. Ok, très bien. Une fois que c'est bon, ça, voilà, j'affiche les 10 premières valeurs pour vérifier, mais voilà, mais les valeurs en elles-mêmes, les dimensions, elles sont pas interprétables en réalité, hein. La seule chose qu'on sait, c'est que si on a deux documents qui ont en sémantique proche, ils auront des vecteurs de description similaires au sens de la mesure de similarité. Voilà. Ben justement, on va essayer ça. Donc j'ai écrit quatre phrases, voilà, deux en français et deux en anglais, hein. Donc le chat est sur le canapé, le guépard est très rapide, voilà. Le jaguar, voilà, est assis sur le canapé, voilà. Et enfin, il a enfilé son slip en peau de lapin. Mais bon, on peut dire que c'est totalement foireux, mais c'est en français comme le premier. Donc si peut-être que c'est la langue en fait qui fait la similarité et non pas la sémantique. On va voir, hein. Est-ce que le premier document il est similaire auquel? Moi je m'attends à ce qu'il soit similaire au troisième. On est d'accord là-dessus. On va vérifier ça. Alors d'abord je génère les embeddings. C'est ce qui se passe ici, hein. Voilà pour les quatre documents. Donc j'ai bien une matrice de 4 lignes et 384 colonnes et je calcule les embeddings par paire. Voilà. Et on voit, donc le premier document qui est là, la similarité du premier document avec lui-même, c'est un, bah oui, c'est bien la propriété des similarités, hein. Et la distance d'un document avec lui-même, c'est zéro, on est d'accord là-dessus. Très bien. Et on voit que le document, le premier document, là, le chat est sur le canapé, est surtout similaire avec le troisième document, qui a à peu près la même idée, mais écrit en langue anglaise. Voilà. En revanche, avec le quatrième document qui est écrit en français, mais avec un sens qui n'a rien à voir, bah, oui, qui reste assez, enfin, meilleur que le deuxième en tous les cas, mais en tous les cas, bah, qui est moins bonne que la troisième. Donc, ça marche à peu près, hein. Normalement, ça marche à peu près. Bon, moi, une fois que c'est ça, donc, j'ai réussi à charger le modèle pré-entraîné, parce que j'ai bien de ça, hein. Donc, généralement, sur le site, là, il y a une description. Bon, on l'a pas ici. Mais en regardant bien la documentation, il vous donne une description des corpus qui ont été utilisés. Bien. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, à partir de maintenant, je vais appliquer cette démarche-là. Donc, je vais charger le corpus, voilà, et on va faire une série d'essais pour arriver en définitive sur ce schéma global. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je charge le corpus, hein. Voilà, très bien. Ah, la première ligne, clean 1000, et on a bien 10 000, hein. 10 000, voilà. L'article ID, voilà. Le titre, il est là. Donc, j'affiche les premières lignes pour qu'on voit bien, hein. Voilà. Ah, voilà. On a le headline qui est là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette colonne-ci. DFR écho. Est-ce qu'il est relatif à un sujet écho, j'imagine? Je sais pas. Je vais pas regarder en détail. Voilà. Et là, on a les langues, là. Country, là, c'est les langues. Voilà. Donc, on voit bien, certains sont anglais, certains sont hongrois, polonais, ainsi de suite. Voilà. Alors, premier élément, les headlines, là, les titres, je vais les passer tous en minuscules.
Voilà. Maintenant, ils sont tous en minuscules. J'ai fait le plus simple, hein. Mais pareil, donc vous, quand vous travaillez sur votre projet, là, peut-être qu'il y a des choses à faire. Donc c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir. En tout cas, le pré-traitement est très important parce qu'il conditionne la qualité des résultats par la suite. Sachant que c'est pas automatique non plus. Vous n'allez pas tout supprimer, hein. Si on parle, par exemple, des alcools, des bières, si vous voulez supprimer les chiffres, 1664, vous l'avez supprimé, là. Alors que c'est extrêmement important dans le contexte des bières, justement, hein, la boisson, hein. On est d'accord là-dessus. Donc, les pré-traitements, ils sont importants, ça personne ne peut dire le contraire, hein, le pré-traitement est important, voilà, mais il n'est pas automatique, donc il n'y a pas la séquence automatique à faire systématiquement. Voilà. Alors, je vérifie les langues, voilà. Donc, ce qui prédomine dans le corpus, là, c'est les documents en langue germanique, allemande, voilà. Ensuite, il y a les anglaises, les hongroises, espagnoles, ainsi de suite. Les roumaines, en langue roumaine, voilà, sont un peu plus rares que les autres. Très bien. Alors maintenant, je m'intéresse à la colonne écho, hein, qui est le sujet que je vais essayer de prédire là. Voilà, je m'intéresse à la colonne écho. Et je me rends compte que sur les 10 000 documents, il y en a 1463 qui sont relatifs au sujet écho. Donc il y a une relative rareté, hein. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, je vais la transformer en une variable binaire, yes, no, hein. J'ai mis un underscore devant le yes parce que c'est la classe qui m'intéresse, hein. Voilà, tout simplement. Et du coup, il va le mettre en première position. C'est juste une astuce, on est d'accord, hein. Voilà, donc ça y est. Et voilà, on a bien 1463, 1463. Heureusement, hein, on est bien d'accord là-dessus. Très bien, hein. Voilà. Alors, si je croise le sujet avec les pays, voilà, ben, je me rends bien compte que le sujet est présent dans tous les pays. Si je calcule les proportions conditionnelles, euh, les fréquences conditionnelles, boum, on voit bien, voilà. Il n'y a pas un pays où le sujet est très significativement prédominant. Il y en a un peu plus ici, mais bon, ça reste, ça reste gérable. Ça reste gérable. Donc la variable binaire yes/no, maintenant, je vais la rajouter dans mon data frame. Voilà. Donc on a bien ici le sujet écho maintenant qui fait apparaître, qui est une variable non plus 0, 1, mais qui apparaît comme une variable yes/no. Alors, c'est là que c'est intéressant. Je vais faire cette trame-là, mais d'abord dans une première solution, où je garde que ici, les sujets UK, les documents en train qui sont UK, et les documents en test qui sont UK également. Voilà, pour avoir une performance de référence. C'est ça l'idée, hein. Donc, dans un premier temps, étape 1, voilà, je prends uniquement des documents UK en train et je prends uniquement des documents test qui sont aussi UK. Et je vais calculer l'AUC de la courbe ROC. Et on verra si on fait mieux ou moins bien en utilisant maintenant des sources multilingues, autres que UK. Voilà. Alors, donc, dans un premier temps, hein, j'isole les documents UK. Cette fois-ci, hein, donc, voilà, donc là, j'ai uniquement les documents UK, là, et les documents UK, il y a 1954. Voilà. Et on a bien ici, si on regarde bien, hein, 1954. Heureusement, hein, heureusement, hein. Si c'est pas le cas, arrêtez tout de suite. Ça veut dire qu'il y a un problème, hein. Donc on a bien ici les bons éléments. Ensuite, ces documents IK là, DFUK, je vais les partitionner en train de test. Avec 70% train, j'ai mis random stat. Voilà, très bien. Donc, j'ai 1367 en train et 587 en test. Voilà. Donc, je vais encoder, donc je vais appliquer cette étape-là, voilà, mais uniquement pour les documents UK. Uniquement pour les documents UK. Voilà, très bien. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps parce que vous avez vu, hein, donc la série DataFrame là, voilà, je la mets en liste d'abord et ensuite je vais l'encoder avec le modèle que j'ai téléchargé ici, en ligne. Il est où là? Il est là. On est d'accord. Très bien. Donc ça y est, maintenant j'ai une description matricielle. D'accord, hein? Il y a 1367 parce qu'il y en avait autant en train, voilà, des dimensions. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'apporte la régression logistique. Voilà, je suis à là, là. Voilà, j'ai créé la matrice, hein, train, et je vais appliquer le modèle. Très bien, hein. Donc, je crée le modèle ici, je laisse les paramètres par défaut, et je bien UK train avec def UK train echo. Voilà, et j'affiche uniquement l'intercept juste pour vérifier que le calcul a fonctionné correctement. Voilà, c'est quasiment instantané, hein. Et qu'est-ce qui me reste maintenant? Je vais encoder également l'échantillon test. Voilà. Et une fois que c'est ça, voilà, je prédis sur le test et je récupère la proba d'être yes.
hein. Le score de probabilité yes, hein. Vous avez vu, hein, il y a deux classes, yes avec un underscore et non. Comme il est trie par ordre alphabétique, comme il y a un underscore devant le yes, il le met en position 0 et l'autre en position 1. Donc c'est bien la colonne, je fais une prédict proba là, vous avez bien vu, hein, prédict proba, et je récupère bien la colonne 0. Et donc, bon, j'affiche les 10 premières valeurs, hein, mais c'est des probas d'appartenance à la classe yes, en fait, tout simplement. À partir de là, je calcule l'AUC de la courbe Baroque, hein. Donc, je suis à ce stade-là. Donc, ça y est, j'ai appliqué, hein, voilà. Et donc, j'ai ici les probas d'appartenance. Et donc, à partir de là, très bien, je calcule l'AUC de la courbe Baroque, 0,6937. Alors, très important à ce stade-là, 0,6937 calculé sur un échantillon de 384 observations. OK. Mais si on change d'échantillon, on aura un autre résultat. Donc, dans ce genre de situation, il faut calculer, hein, les intervalles de confiance. C'est nettement plus intéressant, là, les fourchettes, si vous voulez, hein. OK. Alors, l'AUC, en fait, on peut calculer une fourchette. On a une distribution asymptotique normale et on peut calculer des fourchettes. Donc, j'ai un peu cherché. Voilà. J'ai trouvé finalement plusieurs sources. Celle qui me paraît la plus intéressante, voilà, bon, je vais en faire de la pub, hein, c'est la documentation du logiciel NCSS. Voilà, donc j'ai trouvé, il est là, le site, hein, voilà, je récupérais ici, et il montre le mode de calcul de, voilà, l'intervalle de confiance pour l'AUC. Voilà, c'est relativement simple à faire, hein. Donc j'ai regardé en détail, et ensuite j'ai demandé à ChatGPT de me générer. Voilà, donc j'ai fait une requête ChatGPT, voilà, et j'ai vérifié ce que ChatGPT me donne, et j'ai vérifié les références. On est bien d'accord là-dessus, hein. N'allez pas faire une requête ChatGPT et reprendre tel quel, ça y est, tout va bien parce que ChatGPT l'a dit. On est bien d'accord là-dessus. Donc j'ai récupéré le code de ChatGPT, j'ai regardé la référence, et j'ai bien appareillé les deux pour vérifier qu'il me faisait bien la même chose. Et à partir de là, je l'ai intégré dans mon code. Voilà. Voilà. Quand vous mettez un code dans votre programme, c'est votre responsabilité, hein. N'allez pas dire que ah oui, c'est une source qui a planté. Non, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Donc je récupérais le code qui est là, hein. Voilà, très bien. J'ai vérifié que c'était OK. C'est exactement ce qu'on a vu à côté. Voilà. Et donc ça y est, maintenant, j'ai le code. Et à partir de là, j'ai calculé la fourchette, hein, de l'AUC. Donc là, on a la valeur brute, et là, on a la fourchette. Donc là, il y a là, c'est une fourchette à 90%, hein. 0,1, donc 1 moins 0,1, c'est 90%. Donc il y a 90% de chances que cet intervalle-là contienne la vraie valeur de l'AUC. Donc l'intérêt après, c'est qu'on va refaire un AUC, voilà, avec l'autre dispositif, et on regarde si les deux intervalles de confiance sont décalés ou pas. Si c'est le cas, ça veut dire que l'une est vraiment meilleure que l'autre. Voilà. On peut avoir une valeur ponctuelle plus élevée, même de manière relativement importante, mais vérifions si les fourchettes sont décalées ou pas. C'est là qu'on voit vraiment si c'est statistiquement significatif ou pas. OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai une valeur de référence, 0,693. OK. Ou entraîne, j'ai mis UK, dans les corpus en anglais, entraîne. J'ai créé un modèle et je l'ai appliqué sur un corpus test également en anglais. Et l'échantillon qu'elle m'a servi est un échantillon train de 1367 documents. OK. Alors, un élément qui va intéresser, c'est que je me dis, mais OK, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si je refais la même chose, sauf que là, j'ai un corpus multilingue sauf anglais, et dans test également, j'ai un corpus multilingue sauf anglais, pour avoir une autre référence. Voilà. Donc là, on a un corpus multilingue d'apprentissage, hein, voilà, autre que l'anglais, et dans le test également, j'ai un corpus multilingue d'apprentissage qui est autre que l'anglais. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai filtré la base, hein, et j'ai pris tous les contrées sauf UK. Voilà. Donc, on a les documents qui sont sauf en anglais. Je vérifie la taille. Voilà, il y a 8046. Hein. OK, très bien. OK, alors, une fois qu'on a ça, hein, 8046, et les UK, il y en avait combien? 1954. Donc, si on ajoute les deux, là, on a bien 10 000. Faut vérifier ça, hein. Faut vérifier ça. Voilà, donc 8046. Et de nouveau, donc, les documents non UK, autres que l'anglais, je fais un train test split. Donc, ce qui est important là, c'est que le train maintenant, il y a 5632 et le test 2414. Le 5632, il faut le comparer avec là où uniquement j'avais UK, qui était de 1367. Oui, d'accord, hein. Ok. Bien, très bien. Une fois qu'on a ça, donc
De nouveau, j'encode. Ça va prendre un peu de temps cette fois-ci, hein, parce qu'il y a 5000 documents. Voilà, donc j'encode hein, le corpus train multilingue, autre que l'anglais. Et une fois qu'il est encodé, donc j'ai une matrice de 5632 lignes et 384 colonnes, parce qu'il projette dans un espace à 384 dimensions. Une fois que c'est bon, donc je fais de nouveau la régression logistique. Hein. Très bien. J'affiche l'intercept juste pour voir que, pour vérifier que ça marche. Et j'encode également l'échantillon test, multilingue, sauf UK. Voilà. Et de nouveau, je calcule la UC. 0,69. Alors déjà, là, c'est quand même un élément important. Ça veut dire qu'il a réussi à prendre. Si. Donc, on a des documents relatifs à un thème qu'on veut cibler. Voilà. Ces documents-là sont multilingues à la fois dans le train et dans le test, et il arrive à apprendre. Et on a une performance qui est du même ordre que le cas monolingue, où j'avais uniquement dans le train des documents en langue anglaise et des documents en langue, et dans le test, des documents aussi en langue anglaise. Donc ça marche, en fait. Ça marche. Mais là où c'est fort, c'est la suite. Maintenant, on va aller dans la suite. J'ai pris, je suis vraiment là cette fois-ci. J'ai pris le modèle qui est appris sur le corpus où on a des documents dans différentes langues, sauf l'anglais. Voilà. Et ce modèle-là, je vais l'appliquer sur leur corpus de test qui est uniquement en anglais. Et on va voir s'il fait mieux que le premier modèle où dans le train, on avait uniquement de l'anglais. Donc là, j'apprends plus rien en fait. Hein. Donc, je prends le modèle NoteUK et je l'applique sur l'échantillon test en fait UK. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marcherait mieux? Ce qui fait que ça marcherait mieux, c'est que parce que on a un corpus plus élevé pour créer le modèle prédictif. Là, si on a uniquement des documents qui sont en langue anglaise, dans le train, on a 1300, 1367 observations. Voilà, documents. Si c'est uniquement le corpus en langue anglaise dans le train. Si on prend le corpus où on a différentes langues autres que l'anglais, on a 5632 observations. Donc on a plus d'observations. Donc de ce point de vue-là, on s'attend à avoir un modèle plus performant. On est d'accord là-dessus. Sauf que ce deuxième corpus plus élevé, plus volumineux, en réalité, il est dans une autre langue que la langue de l'échantillon test. Donc là, il y a un, on devrait être mieux parce que le corpus est plus volumineux, donc on a plus d'informations pour créer le modèle, mais bouf, patatras, c'est dans une autre langue que celle de l'échantillon test. Voilà. Bah, j'ai vérifié, donc il n'y a plus d'apprentissage là. Hein. Je fais qu'appliquer le modèle NoteUK là. On est d'accord? Sur l'échantillon test UK. Et je calcule la UC. Ya! Ya! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, on va pas s'énerver sur la quatrième décimale. On est d'accord là-dessus. Hein, voilà. Mais bon, il est quand même meilleur. On est d'accord là-dessus. Hein, donc, toute chose égale par ailleurs, sur le même échantillon test, ben, il est meilleur de. Alors, c'est la quatrième, c'est à la deuxième décimale. Hein, 0,04 à la troisième décimale, à la deuxième décimale. On est d'accord là-dessus. Si je calcule maintenant les intervalles de confiance. Voilà, bah, ils sont pas décalés. D'accord, hein? Donc, il n'est pas significativement meilleur au sens statistique. Mais quand même, il est meilleur. Et justement, pour visualiser ça, donc, j'ai mis le code là, hein, j'affiche les courbes ROC. Voilà, très bien. Donc, j'ai pris ici, voilà, avec le prix du cas, donc la prédiction avec le modèle créé sur le corpus uniquement en anglais, avec moins d'observations, et la prédiction qui a été créée avec le corpus autre que l'anglais, mais avec plus d'observations. Et voilà, et on voit bien que bah, le deuxième est quasiment devant tout le temps. Voilà, quasiment une relation de domination là, sans- voilà, voilà. Très bien, mais bon, on voit bien qu'il est quasiment devant tout le temps là. Voilà. Donc ça marche en fait, ça marche. Voilà. Donc si je résume l'histoire, l'idée du Sentence Transformers, c'est que on prend des documents et on en fait une traduction vectorielle, un vecteur numérique. Et on veut que si deux documents ont une sémantique proche, les vecteurs sont proches également, au sens de si je calcule une similarité, la similarité est élevée. Ça, jusque-là, bon, on comprend très bien. Là où c'est fort, c'est que ce mécanisme-là marche même si les documents sont rédigés dans des langues différentes. Voilà. Et là, justement, sur Hugging Face, j'ai récupéré
ce modèle-là. Hein, voilà. Donc vous avez la description qui est là. Mais encore une fois, hein, ce site-là est pas mal parce qu'il décrit exactement ce qui se passe et c'est plutôt bien fait. Et pour vérifier ça, j'ai mis ça dans un cadre de catégorisation de documents. Voilà. Ou donc, j'ai essayé de voir, est-ce que si j'ai un corpus qui est dicté dans une autre langue que l'anglais et que je crée un modèle, ce modèle-là, je l'applique sur un corpus de test rédigé uniquement en anglais, est-ce que ça marche quand même? Eh ben, avec cet outil Sentence Transformers qui fait du document embedding, ben, on se rend compte que ça marche. On le voit bien ici. Ça marche très bien. Avec une petite expé pour vérifier la situation de référence, étant je fais tout en anglais d'abord, et ensuite, est-ce que je fais mieux quand je fais en multilingue en ayant plus d'observations? C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Bah, excellent travail à tous.